revenons pour commencer cette édition de la mi-journée de Smart Bourse sur l'affaire GameStop. Et c'est Igor Demac qui nous en parle, conseiller en gestion de patrimoine chez Vital Épargne. Bonjour et bienvenue Igor. Bonjour Grégoire. L'affaire est passionnante évidemment, avec des angles d'entrée multiples. On a parlé de la spéculation effrénée des particuliers. Plus de 8 millions recensés à un moment, je crois, sur le forum Wall Street Bets du réseau social Reddit. C'est devenu le plus grand club d'investissement du monde. On a parlé de la révolte populaire de Main Street versus Wall Street, où certains hedge funds en particulier. On voit quand même que la bulle s'est assez rapidement dégonflée. On a parlé de la gamification aussi à travers les applications type Robinhood. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette affaire, Igor ? Ce qui nous intéresse, c'est en fait la combinaison d'un vieux système ou de vieilles pratiques qui existent depuis la crise des tulipes, ou la fameuse spéculation sur le sucre en 1974, donc des comportements de cupidité, des comportements de spéculation, de gain, d'appât du gain, avec une forme moderne des outils. Vous avez mentionné les plateformes de trading, les réseaux sociaux, qui font que l'effet masse, l'effet volume est beaucoup plus important que ce qu'on pouvait comprendre avant dans les crises précédentes. Mais c'est aussi adapté à un marché financier et à des flux qui ont été démultipliés. Donc en fait, on a beaucoup parlé de la revanche des particuliers, de la mort du système financier. Celles et ceux qui garantissent le système financier sont les banques centrales, sont des éléments et des acteurs économiques qui, eux, peuvent créer la monnaie comme ils le veulent, alors que les systèmes dont on parle, GameStop, etc., et les hedge funds, sont des systèmes qui ont besoin d'argent, donc vont le lever auprès de particuliers, auprès de systèmes d'appel de marge, de prêts, qui font que quand le pari n'est pas gagnant, tout ça s'emballe, et vous avez énormément de flux vendeurs ou acheteurs qui font grimper le cours de GameStop ou autres, puisqu'il y a pas mal d'investisseurs qui se jettent sur ce qu'on appelle les penny stocks, donc les petites sociétés où ça vaut 0,2, 0,3 euros ou dollars, ou ce qu'on appelle les SPAC, c'est-à-dire des véhicules où il n'y a rien encore. Et donc, c'est un phénomène assez naturel et qu'on connaît depuis très longtemps et qui, comme on l'a vu, en fait, s'est assez vite arrêté. Cette coalition de particuliers, vous dites c'est pas nouveau, c'est juste démultiplié par l'effet réseau. Enfin, ça fait réfléchir quand même certains investisseurs, notamment les vendeurs à découvert. Là, je parle d'investisseurs professionnels qui se demandent si leur métier n'est pas mort. Alors, leur métier était déjà dangereux puisque, en fait, la vente, qu'elle soit à découvert ou pas, c'est un système qui est beaucoup plus dangereux quand votre pari ne marche pas. Puisque vendre quelque chose à 100 et le racheter à 50 pour faire un profit de 50, ça c'est le scénario idéal. Sauf que quand la valeur qu'on a vendue à 100 vaut 110, 120, la perte grossit et en gros est infinie. Oui. Donc il n'y a pas de symétrie entre la fonction longue, ce qu'on appelle long, c'est-à-dire j'achète un actif et j'estime qu'il va prendre la valeur, et l'investisseur qui dit je parie sur la perte de valeur d'un actif. Donc de toute façon c'est plus dangereux. Ça le sera encore plus quand évidemment il y aura une diffusion de l'information, puisque les vendeurs à découvert ou non, puisque quand on dit que quelqu'un vend à découvert, c'est qu'il n'a pas la valeur. Oui. Mais normalement il faut l'emprunter. Oui. Et qui dit emprunt dit coût. Et évidemment, plus une valeur se fait rare, puisque en face, vous avez des acheteurs qui ramassent, plus le coût de l'emprunt est élevé. Donc vous avez un phénomène cumulatif, et qui est exactement le même phénomène que les subprimes ou les Man Brothers. Plus on a du levier, plus on a finalement une masse de cash qui ne correspond pas au vrai risque prix. Une fois qu'on a l'événement en gros, de crash qui se produit, eh ben, on a un emballement des pertes et des gains, puisque en fait un marché c'est toujours dans les deux sens. Les hedge funds ou ceux qui vendent à découvert, voilà. C'est jeu à somme nulle à la fin. Pas à somme nulle, puisque le marché monte, mais parce qu'il y a de la valeur créée et qu'en fait le marché financier, contrairement à ce qu'on peut entendre, ce n'est qu'une dérivée première et seconde de l'économie globale. On retrace le S&P 500 sur 100 ans et le PIB américain, il y a une très très forte corrélation. Donc ces phénomènes existent, mais ils existaient il y a plusieurs siècles. Ils vont continuer à exister et ils vont évidemment se mécaniser, se volumiser, et ça restera quelque chose d'assez anecdotique, mais peut-être de plus en plus dangereux et volatile. Ouais. Alors, ce qui était très particulier aussi dans le cas de GameStop, c'est qu'on avait plus d'actions empruntées pour être vendues à découvert que de flottants, ce qui rendait les choses encore plus dangereuses pour les vendeurs à découvert. Je crois qu'il y avait plus de 60 millions d'actions qui avaient été empruntées pour être vendues à découvert, pour seulement 50 millions de liquidités, 50 millions d'actions de liquidités de flottants. C'est un vrai sujet, mais qui s'applique à quasiment toutes les classes d'actifs, entre l'actif réel et les produits financiers. On parle souvent de l'or physique, de l'or papier, de tous les contrats entre intervenants financiers qui sont faits sur la base d'un actif. Et la crise des subprimes, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait,
plus en tant qu'investisseur, mais collectivement, individuellement, on est loin de l'actif réel, avec des intermédiaires, du levier, du saucissonnage de produits, plus, évidemment, on est très loin de la valeur réelle. Et donc, l'enjeu de l'endettement en général, puisqu'en fait, c'est vraiment ce sujet-là, vente à découvert, ça veut dire qu'on a beaucoup emprunté, c'est que, une fois, et il n'y a pas besoin de faire de très grandes écoles pour comprendre qu'un prêt se rembourse, plus il est gros et plus il est difficile de le rembourser. La hantise aujourd'hui à Wall Street, c'est ce que je lis à gauche à droite, c'est que cette armée Wall Street Bet, qui était donc à l'achat sur le dossier GameStop pour faire plier les vendeurs à découvert, décide peut-être un jour de passer à la vente sur certains ou de faire dossiers. Ça sur le lingot d'argent quelques jours après. C'est ce qu'on a vu effectivement aussi sur l'argent. Non mais ces stratégies de vente à découvert, on n'en a pas évoqué, mais il y avait beaucoup de stratégies optionnelles aussi. Les particuliers américains ont beaucoup joué le titre GameStop à travers des options, donc ça revient du levier, de l'appel de marge. Compensation, l'a dit ici. Autorisé par les plateformes type Robinhood. Voilà. Quand on est... Alors, ce qui n'est pas vraiment possible en France, parce que c'est ma question. Et la culture et les plateformes optionnelles sont plus anecdotiques, plus contrôlées. On peut accéder aux options en France. Oui, mais je veux dire que la culture financière de l'épargnant, d'abord il y en a beaucoup moins, est quand même moins forte. Et est-ce que c'est un sujet justement qu'on peut peut-être traiter rationnellement, sans parler de stratégie tête brûlée type GameStop, mais est-ce que pour un épargnant français, c'est intéressant de mettre en place des stratégies optionnelles, profiter, je ne sais pas, d'opportunités de marché pour être vendeur à découvert? Est-ce que c'est des choses qui se font? Est-ce que vous le proposez, Igor? Enfin, comment est-ce qu'on peut... c'est pas le sujet de vos clients. Non, le sujet de nos clients, c'est de pérenniser la gestion de leurs actifs patrimoniaux, immobiliers, financiers, dans une zone de risque et de prudence. Et en général, nos autorités sont quand même suffisamment bien informées pour interdire à une époque les stratégies Forex, la crypto-monnaie qui n'est pas possible dans le cadre de notre profession de proposer, et puis toutes ces stratégies optionnelles qui sont quand même des stratégies complexes. Et c'est pas tellement le fait d'être particulier ou grand investisseur, c'est le fait de comprendre ce qu'on achète. Les options, c'est très important, et c'est souvent important pour couvrir, pour accompagner la prise de risque sur un actif réel. Oui. Et la finance, elle ne peut être utile, entre guillemets, que si, à la base, elle vient sécuriser le prix d'un actif ou on l'utilise pour financer l'acquisition d'un actif réel. Dès lors que le marché des options, en fait, tourne sur lui-même, comme tous les marchés, eh bien, on a un risque. Oui, il y a un risque parce qu'en fait, le mécanisme n'est pas tout à fait le même que de détenir, d'être propriétaire d'un actif. On est propriétaire d'un droit de vendre ou d'acheter à un certain prix. Et il y a beaucoup plus de volatilité parce que, en fait, les intervenants peuvent beaucoup plus traiter sur ces valeurs-là. C'est plus difficile de faire tourner le cours de Apple. Oui. De le tripatouiller. Oui, je comprends. Dans le jargon. Mais les options ont quand même une utilité. C'est-à-dire, ça peut être des produits très complexes. On peut avoir aussi des stratégies assez simples avec les options. Non, mais être acheteur d'options, c'est pas très dangereux parce qu'en fait, on a acheté, on a payé, on a pris une vue et on n'est pas exercé. C'est plutôt être vendeur, c'est-à-dire donner le droit à quelqu'un d'exercer. C'est toujours... Quand vous êtes dans une situation où quelqu'un exerce un droit sur vous, vous êtes en danger. Mais après, ça peut couvrir des positions. On peut acheter des options qui s'annulent et qui créent des couloirs de fluctuation de prix. Donc non, c'est utile pour le marché. C'est un petit peu comme les hedge funds, ce sont des vigies. Il y a des gens qui révèlent des malhonnêtetés, des incongruités comptables. Donc on a besoin, à la marge, de ces gens qui sont là pour fluidifier, pour donner de l'information. Après, on est un petit peu loin de l'investissement, de la réutilisation de l'épargne mondiale pour financer le capitalisme. Je trouve que l'introduction en bourse de Kuaishou est un bon exemple parce que c'est vraiment là ce que le marché financier doit faire. Alors, c'est à la chinoise, donc c'est 160%, mais on a une entreprise qui vient se proposer. Eh bien, les particuliers, s'ils ont pu participer, ils n'ont peut-être pas fait 160, ils ont fait 50, ils ont participer à la mise en bourse, la liquidité, la monétisation d'un actif qui semble être de qualité. Et c'est ce à quoi sert. Dans une autre mesure, les premières IPO en France, je pense à Ferricides Pharma ou HRS aussi dans l'hydrogène, là, qui va coter la semaine prochaine, énorme engouement des particuliers. C'est-à-dire beaucoup de particuliers, effectivement, sont venus souscrire à ces opérations. Bon, GameStop, je ne sais pas s'il y avait une equity story, comme on dit, c'est-à-dire un cas d'investissement. C'était juste phénomène spéculatif. C'est un peu comme de dire l'histoire de la tulipe. Les bulbes de tulipes valaient de plus en plus cher, mais une tulipe et un bulbe, ça sert toujours à la même chose.
Là, dans le cas que vous citez sur l'hydrogène ou Kuaishou, il y a une vraie utilité, un vrai service, un produit. Et donc, il faut rester toujours maître. Il me semble, en tout cas dans nos métiers de gestion de patrimoine, il faut orienter toujours nos clients vers la proximité avec un véritable actif dont on peut apprécier la valorisation et les flux. Est-ce que le marché est cassé ou pas, Igor? Est-ce que l'investisseur... Il ne semble pas le Nasdaq continue. Certains estiment que le marché est cassé parce que GameStop, ça vient compléter un panorama quand même d'exubérance qu'on retrouve alors peut-être sur les cryptos, peut-être sur Tesla et toutes les valeurs qui n'ont pas de profit aujourd'hui. Je pense que le marché est cassé dans son fonctionnement. Oui. Je pense qu'il est très élevé, les prix de certains actifs sont très élevés, on voit Nasdaq, etc. Mais ça... Le marché est efficient. Non, mais on connaît le scénario global, le scénario monétaire, c'est de la liquidité inondée partout. Donc on sait qu'à un moment ou à un autre, il y a des corrections. On en a eu une petite, plutôt sur l'Europe, mais on en a eu une petite, il y en aura d'autres. Après, le fonctionnement même du marché, il ne me semble pas avoir changé. Le risque est toujours le même. C'est le risque de perdre. Et le risque est toujours aussi le même, rappelez-vous, sur l'économie. C'est une dérivée première de l'économie, donc il faut que l'économie aille bien. Si l'économie ne se reprend pas, on ne pourra pas maintenir ces niveaux de valorisation. Il y a deux choses qui les maintiennent. Je vous ai dit l'afflux de liquidité et également la bonne marche de l'économie. Merci Igor. Igor Demac avec nous dans cette édition de la mi-journée du vendredi de Smart Bourse. Igor Demac, conseiller en gestion de patrimoine chez Vital Épargne.